Merci à tous pour votre présence, votre participation au webinaire d'aujourd'hui qui concerne le projet Interreg FAFIL. Donc, comme vous voyez, le sujet d'aujourd'hui, ça va être donc Additive Manufacturing in Industrial Environment. C'est un webinaire qui va durer de 14 h à 16 h environ. Et le programme d'aujourd'hui donc va être composé en deux parties. On va commencer par une première partie qui va être la présentation du projet FAFIL par Maxime El-Kandaoui, qui fait partie donc de l'Institut de soudure. La présentation devrait durer entre 20 et 30 minutes. Ensuite, on aura une présentation de Monsieur Demescht, qui fait partie donc de l'ASERCO et qui va présenter Laser Cladding for Cladding and Repair of Industrial Parts, qui devrait aussi durer entre 20 et 30 minutes. Une fois que ces deux présentations seront effectuées, on va passer donc à la partie workshop, où on va commencer par un premier atelier qui devrait durer une quinzaine de minutes, qui va être plutôt un sondage où tous les participants pourront répondre en commun. Et ensuite, on va diviser donc les participants en deux groupes. Initialement, il était prévu 3 groupes. Cependant, on a eu très peu de personnes qui souhaitaient participer au troisième, donc on a préféré inclure la première partie dans le questionnaire et le diviser simplement en deux. Donc, il y aura 2 workshops qui se dérouleront en parallèle. Un qui concernera l'industrialisation du procédé FAFIL et le second qui va s'occuper donc de l'aspect économique de la fabrication additive. Donc, tout de suite, je vais laisser la main à Maxime El-Kandaoui qui va présenter le projet FAFIL. Bonjour Maxime, je te laisse partager ton écran. Bonjour à tous. Ouais, justement, j'ouvre juste la présentation. Merci Jérémy, merci Caroline, tout d'abord donc pour l'organisation de ce workshop aujourd'hui. Donc comme il a été mentionné, effectivement, donc c'est un workshop qui prend son origine donc dans le cadre du projet FAFIL. Donc bien évidemment, je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, je ne me suis pas présenté, donc Maxime El-Kandaoui, je suis ingénieur de recherche donc en fabrication additive à l'Institut de soudure. Donc, Institut de soudure est chef de file sur ce projet et je suis le coordinateur. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est bien évidemment de voir l'ensemble du contexte du projet, mais également donc bien sûr les résultats techniques qui, je l'espère, vont pouvoir provoquer plusieurs questions et plusieurs échanges à la suite de la présentation. Donc, ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, donc c'est résumé en 5 points. Donc, le premier, eh bien, c'est un contexte bien sûr pour repositionner la fabrication additive laser fill dans le vaste domaine de la fabrication additive, comme vous le savez. Ensuite, je vous présenterai très rapidement le cadre de ce projet, donc qui est un cadre Interreg 5A. Ensuite, donc les ambitions de notre projet que je résumerai donc en quelques slides et qui me permettra justement à ce moment de vous présenter le contexte de notre projet. Et enfin donc la partie qui, je l'espère encore une fois, suscitera beaucoup de questions, les différents éléments techniques qui ne seront pas exhaustifs bien sûr, mais j'espère présenter les plus pertinents et qui retiendront votre attention. Et une petite slide pour vous présenter les perspectives. Donc, je commence sans plus attendre par le positionnement de la fabrication additive laser fill. Alors, très simplement, un graphique que vous connaissez tous. Donc, le monde de la fabrication additive se divise entre le métallique et le plastique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fabrication additive métallique et principalement, comme vous le savez, le fil pour aujourd'hui. Alors, j'ai mentionné uniquement arc fill et laser fill et non pas faisceau d'électron fill qui fait partie aussi de cette famille parce que donc ce sont deux des techniques que nous maîtrisons à l'Institut de soudure et bien sûr aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le laser fill. Alors, un petit rappel des deux principaux procédés, donc comme je vous le disais, sur cette famille fil métallique. L'arc fill tout d'abord, qui consiste en fait à utiliser donc un procédé de soudage que l'on va dériver en appliquant des lois de synergie, donc la paramétrie des procédés arc adaptés à l'empilement des différents dépôts et donc à la fabrication des pièces.
Ensuite, donc, le laser fill qui, lui, va également être dérivé donc, des procédés de soudage avec métal d'apport, hein, puisque donc, le procédé laser peut être sans métal d'apport en soudage. Et donc, ce fil d'apport, eh bien, en fabrication additive, il va pouvoir être en latéral, comme on le connaît en soudage, mais également coaxial. Et nous le verrons, donc c'est l'équipement que nous utilisons dans le cadre de ce projet. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors justement, des différentes têtes que l'on connaît, alors c'est peut-être pas exhaustif parce que ça évolue assez rapidement, comme vous le savez. Donc un rappel des différents équipements existants actuellement et donc commercialisés. Ce sont d'ailleurs donc toutes des têtes avec des vidages de fil coaxial. Et donc, eh bien ici, voilà, une slide qui me permet de resituer les puissances, donc une variation assez grande hein, de puissance, puisqu'on atteint jusqu'aux 30 kW, qui va nous permettre principalement hein, d'augmenter les taux de dépôt, puisque c'est un des paramètres prépondérants pour la partie industrialisation. J'en arrive maintenant à la partie donc, où je vais vous présenter en quelques mots, hein, puisqu'il y aurait beaucoup à dire, sur donc le programme Interreg, hein, qui est un programme dans lequel nous avons sollicité un financement et qui nous permet justement donc de réaliser le projet dont je vous parle aujourd'hui. Alors Interreg, eh bien, c'est un programme de coopération territoriale européen et donc les financements viennent du FEDER, que vous connaissez tous. Et donc le principal objectif, eh bien, c'est de renforcer la cohésion des différents territoires sur un périmètre donc, que je vous présente tout de suite, eh bien, qui s'étend donc du Luxembourg à la région wallonne pour la Belgique, la région donc Sarre et Rhénanie-Palatinat pour l'Allemagne, et donc des petites mises à jour devraient être faites parce que maintenant c'est à la région Grand Est en France, hein, donc avec la Champagne et l'Alsace également. Donc voilà pour la présentation hein, du périmètre Interreg. Je vous invite bien sûr à aller consulter leur site web si vous souhaitez plus d'informations. Le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, qui nous intéresse, donc c'est le projet FAFIL. Alors je commence à aborder le contexte en vous présentant le consortium de notre projet, donc avec un industriel donc qui est le end user hein, du projet, Safran Aircraft Engine. Donc qui nous propose la géométrie du démonstrateur final que je vous présenterai bien sûr tout à l'heure. Beaucoup de centres de recherche et bien sûr transfrontaliers hein, qui permettent de mettre en œuvre une synergie assez forte dans la complémentarité des compétences de chacun de ces centres, comme vous le verrez tout à l'heure dans la partie technique. Plusieurs universités également qui nous permettent de traiter des aspects fondamentaux dans le cadre de ce projet. Et ensuite des pôles de compétitivité, donc bien sûr hein, tout à fait nécessaires pour diffuser des informations et avoir un cadre de communication tout à fait convenable. Et l'événement d'aujourd'hui confirme que c'est le cas. Donc je resitue très rapidement voilà, certains partenaires hein, dans le périmètre Interreg. Donc c'est juste une slide à titre d'information. Le projet en quelques points. Alors, on a vu donc qu'il y avait 14 partenaires au total, dont plusieurs démonstrateurs seront fabriqués. Nous avons 2 thèses donc en cours dans le cadre de ce projet. Une thèse donc sur la partie procédé métallurgie, l'Ivan Kazik, qui donc encadrera tout à l'heure un atelier et dont je vais présenter quelques résultats bien sûr dans les slides suivantes. Et une thèse avec l'Université du Luxembourg, donc Natago, qui est aussi parmi nous, et donc quelques résultats aussi seront présentés dans les slides suivantes. 2 alliages métalliques ont été étudiés hein, pour le fil d'apport utilisé, donc l'Inconel 718 principalement, puisque c'est sur ce matériau que portent les travaux de thèse notamment, et l'alliage donc acier inoxydable austénitique 304L. Le budget du projet est de 3,3 millions d'euros, donc c'est un projet d'envergure hein, au niveau européen, et il s'étale donc sur 4 années et prendra fin donc en mai 2022. L'objectif principal, hein, il y en a 3, je mentionne le premier puisque c'est celui que je vais vous présenter juste après. Enfin, les éléments que je vous présente juste après répondent principalement à ce premier objectif, bien sûr. C'est le développement d'une plateforme technologique transfrontalière, comme vous l'avez compris, pour développer le procédé de fabrication additive laser fill.
Alors justement, cette plateforme, eh bien, elle se situe donc à l'Institut de soudure. Donc à gauche, vous voyez effectivement une cellule robotisée, une cellule donc fermée, hein, puisque nous travaillons avec un procédé laser, donc une étanchéité au rayonnement laser est nécessaire. Et la source qui est mise en œuvre, donc c'est une source IPG de 10 kW, donc avec des puissances qui nous permettent d'atteindre le maximum autorisé par justement l'équipement qui est la tête laser Coax Printer. Alors la forme est un peu différente de celle que je vous présentais lors de la liste avec les 4 têtes précédemment, mais c'est bien le même équipement. Donc tête de soudage laser, enfin de fabrication additive laser avec le fil qui est dévidé coaxialement. Cet équipement étant assez novateur, je me permets de partager avec vous justement un bref rappel, on va dire, hein, du fonctionnement de cette tête, même si on ne rentrera pas dans les détails. Donc sur la gauche, je vous propose une présentation du schéma optique de la tête, donc c'est l'enchaînement des différentes lentilles qui vont nous permettre une mise en forme un peu particulière du faisceau laser, puisque comme vous le savez, il faut pouvoir injecter le fil d'apport coaxialement au faisceau laser. Donc le schéma optique va nous permettre d'obtenir une tâche focale annulaire, donc c'est-à-dire qu'on aura un anneau d'énergie au centre duquel nous allons pouvoir injecter le fil. Le schéma au centre de la slide donc vous propose justement une illustration de ce que je viens de vous dire, avec le fil effectivement qui arrive de manière coaxiale à notre faisceau. Et à droite, eh bien, vous avez une image du procédé avec, comme on le devine, donc le halo lumineux autour du fil, hein, qui est l'interaction laser-matière. Je vous ai présenté les équipements, un petit mot quand même sur les équipes, bien sûr, hein, qui travaillent sur le projet. Donc à gauche, l'équipe de l'Institut de soudure et à droite, donc l'équipe du projet dans son ensemble avec des représentants de chacun des 14 partenaires. Ainsi que les financeurs, hein, il faut le dire aussi, le secrétariat conjoint, notamment le département et la région. Donc j'en ai fini avec la présentation générale et les différents éléments de contexte et je vous propose maintenant donc d'aborder les différents éléments techniques qui ont été développés au cours du projet. Donc la présentation bien sûr de ces différents éléments n'est pas exhaustive et n'est pas représentative de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, bien sûr sur la durée conséquente, hein, des 4 ans comme je vous l'ai mentionné. Ce que je vous propose ici, c'est un tour d'horizon entre 4 briques technologiques de notre projet, donc que sont le développement du procédé bien sûr, un aspect monitoring, une partie refroidissement, gestion du refroidissement, la partie programmation, très importante bien sûr dans le cadre de la fabrication additive, et enfin donc une partie sur la simulation numérique qui nous a permis d'appréhender donc le démonstrateur qui sera la fin de ma présentation. Un petit mot pour dire que bien sûr j'ai positionné Materalia ainsi que les autres centres, les autres pôles de compétitivité, Lux Innovation, Pôle Mécatek, Skywin, au centre, hein, puisque l'objectif ici est de diffuser l'information. Donc je commence justement par une slide pour rappeler les différentes actions. Alors c'est très réducteur, hein, il y a eu beaucoup d'autres actions parce qu'ils sont très dynamiques sur le projet et je les en remercie, l'ensemble des pôles de compétitivité. Donc en résumé, quelques actions, notamment la réalisation d'une étude en début de projet qui a rassemblé donc je crois une 50aine de PME et d'industriels du périmètre Interreg, donc des différentes régions transfrontalières que j'ai mentionnées tout à l'heure, avec des questions pour évaluer justement les besoins et les différents intérêts donc des industriels de la région. Un peu plus à droite, donc la publication d'un article sur le site Paperjam, hein, donc un journal luxembourgeois. Encore sur votre droite, donc 2 extraits donc de la page LinkedIn du projet que je vous invite bien évidemment à aller voir si ce n'est pas déjà fait et à vous inscrire même si vous le souhaitez bien sûr. Et cette page LinkedIn donc reprend en fait l'ensemble des informations de communication, donc notamment comme je le mentionne dans le texte en dessous, donc la publication de différentes newsletters au cours de l'année, des différentes années du projet, ainsi que dernièrement donc la réalisation d'un reportage vidéo chez l'ensemble des partenaires, donc plusieurs vidéos et une vidéo de synthèse qui est reprise sur la page. Donc j'en arrive maintenant, si vous voulez bien, au procédé. Alors
le procédé, comme je vous disais, donc, est porté par l'Institut de soudure et cela a été accompagné, son développement par l'ensemble des partenaires, des opérateurs. Le procédé en soi, eh bien, nous l'avons vu, donc c'est un fil coaxial qui est fondu par l'intermédiaire d'un faisceau laser, et ce qui va nous permettre, eh bien, par un empilement de cordons, hein, comme pour faire le parallèle avec le soudage, de recréer bien sûr une pièce, ou bien de réaliser du rechargement comme le proposera Hugues tout à l'heure dans sa présentation. Donc il se trouve que ce procédé étant assez nouveau, et le chemin optique peut en témoigner, donc la technologie de l'équipement qui est la tête Precitech peut en témoigner, une mise au point bien sûr assez conséquente a été nécessaire. Ce que je vous présente donc sur la droite de la slide, c'est comme vous l'avez reconnu, un plan d'expérience qui nous a permis, et bien pour les deux matériaux que je vous ai présentés tout à l'heure, un Conel 718 et un 304L, et bien d'obtenir des jeux de paramètres plutôt robustes pour justement fabriquer bien un ensemble de pièces que je vous présente ici. Alors des géométries assez diverses, hein, des murs assez hauts et plutôt épais que nous avons pu passer en radio, donc comme je vous le présente ici. Donc des essais ont été faits avant et après usinage. Sur ce mur présenté ici, on a usiné une partie de la surface et l'autre surface a été laissée brute, et nous avons pu réaliser une radio pour voir l'influence des états de surface. Et il y a eu également donc voilà différentes pièces, différentes géométries qui ont pu être testées. Donc ce cylindre notamment qui est un cylindre avec 2 passes, donc c'est-à-dire 2 cordons avec recouvrement, et donc qui est constitué d'à peu près 88 couches en hauteur. Voilà, l'ensemble de ces investigations, grâce justement aux travaux de thèse d'Ivan Kazik dans le cadre du projet, ont pu être un peu plus approfondies, et ce qui nous a permis justement, lors des caractérisations, de nous apercevoir qu'il y avait une petite particularité, et tout à fait répétable, qui est la présence d'une zone à grains équiaxes en fond de couche. Et donc lors de la fabrication des différents murs et lors de la mise au point des paramètres, nous avons pu constater que ce phénomène était plutôt commun justement dans les différentes métallographies. Alors il se trouve que, il y a une image qui manque, là, voilà. Il se trouve que grâce à notre partenaire, l'université de la Sarre, nous avons pu également pousser beaucoup plus loin les analyses, toujours dans le cadre des travaux de thèse et du projet. Donc, comme je vous le disais, principalement sur l'Inconel 718, avec la réalisation de cartographies EBSD, donc des cartographies d'orientation, qui nous ont permis de cibler dans le cadre de ces zones à grains fins une zone d'intérêt afin justement d'aller comprendre l'existence de cette zone particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous donner quelques éléments qui pourront participer et susciter l'intérêt des différents collègues et amis métallurgistes dans l'auditoire. Donc très rapidement, nous avons réalisé avec l'université de Saarland de la tomographie 3D, ce qui nous a permis de mettre en évidence des axes de symétrie 5 qui sont caractéristiques d'une structure que je vais vous présenter juste après, et qui nous ont permis de comprendre, suite aux travaux du doctorant, que la présence de grains équiaxes n'était pas principalement liée à la recristallisation, comme on aurait pu très simplement l'intuiter, mais plutôt en fait à une transition des grains colonnaires équiaxes liée à la présence de symétrie icosaédrale. Et donc c'est ce que je vous présente dans cette slide, alors sans rentrer dans les détails, et je vous invite bien sûr à aller consulter l'article réalisé par l'Institut Jean Lamour, qui est l'encadrement de la thèse que nous suivons avec l'Institut de soudure de Ivan Kazik, et également l'Université de Saarland dans le cadre de ce projet. Donc, j'en dirai pas plus, bien évidemment. Je vous laisse, si vous le souhaitez, discuter de ce sujet lors des questions qu'on pourra voir tout à l'heure. Donc, sur cette partie, investigation des différentes zones équiaxes,
nous avons donc réalisé plusieurs analyses, mais il se trouve que d'autres analyses, bien évidemment, ont consisté à aller chercher, bien sûr, dans cette microstructure, les différentes phases en présence, pour en arriver à la dernière slide sur la partie matériaux que je présenterai dans quelques secondes, sur, bien évidemment, les propriétés mécaniques. Donc, pouvoir remonter aux propriétés mécaniques sous-entend que nous comprenons les phases en présence. Donc les analyses ont été réalisées dans ce sens. Et donc comme je vous le présentais précédemment, donc effectivement pour arriver à la caractérisation mécanique, nous avons également besoin de la mise au point d'un traitement thermique. Le 718 étant connu bien sûr pour être un matériau en précipitation et donc multiphasé, le traitement thermique va nécessiter donc une phase d'essai, donc notamment dilatométrie et d'autres procédés. Et donc, lors de l'obtention de ce traitement thermique, les différents murs, donc, dont un que je vous présente sur la droite, qui ont été réalisés donc, assez épais, hein, puisqu'on a une largeur de 30 mm, nous permettront de prélever donc, des éprouvettes de traitement mécanique pour enfin avoir une idée, bien sûr, des propriétés mécaniques. La question, à juste titre, est tout à fait légitime de l'ensemble des industriels, je pense, de l'audience. J'en arrive maintenant à la partie monitoring. Donc, le monitoring a été développé suivant deux aspects. Le premier ici consiste en la réalisation d'essais instrumentés avec caméra thermique, donc réalisés par le partenaire CRM. Donc, des analyses ont été réalisées sur différentes géométries et les températures ont été relevées, ce qui a permis également d'alimenter en données le modèle donc, de CNRO que je vous présenterai tout à l'heure, donc du partenaire belge. Le deuxième aspect monitoring qui a été traité dans notre projet consiste en la prise en compte donc, de l'incrément Z et notamment sa régulation, si j'ose dire, puisque nous avons réalisé des manipulations qui consistent, enfin des expérimentations qui consistent à mesurer donc cette incrémentation par un profilomètre laser. Et l'objectif, donc, puisque c'est une expérimentation en cours, est de récupérer ces informations en direct pour pouvoir avoir un pilotage de l'incrément réel afin donc d'augmenter la stabilité justement des dépôts. Donc ces travaux sont réalisés par l'Université de Luxembourg en collaboration avec l'Institut de soudure. J'en arrive ensuite au refroidissement. Donc troisième aspect que je souhaitais développer avec vous. Le refroidissement donc, va consister principalement en la maîtrise bien sûr de l'énergie que nous déposons, et cette maîtrise elle peut être réalisée, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons choisi, par le gaz de protection. Donc c'est-à-dire que nous allons fonctionnaliser en fait la buse coaxiale que nous utilisons actuellement. Alors la simulation qui est juste à droite représente justement cette fameuse buse coaxiale. Nous allons l'utiliser pour injecter en fait un gaz froid, et donc l'argon qui est notre gaz d'inertage, eh bien va également avoir une fonction de refroidissement qui va permettre de pomper des calories de notre pièce qui est fabriquée, et donc de limiter, puisque c'est l'objectif final bien sûr, de limiter les temps de refroidissement et donc finalement d'optimiser, on va dire, les temps de production. Alors, ce refroidissement, comme je vous le disais, il va nécessiter de refroidir de l'argon. Donc, du coup, un échangeur a été réalisé par nos partenaires du CRIT TJFU. Alors, le plan qui est à gauche, je vous présente l'installation de cet échangeur. On ne va pas trop s'y attarder. Et à droite, donc, la présentation donc, de la buse coaxiale et de son évolution, puisque les simulations ont pu nous guider justement dans un nouveau design. C'est ce que je vous présente donc sur la droite, et ce nouveau design donc va être réalisé en collaboration avec le CIRIS et le CRIT TJFU. Et pour finir donc sur la partie refroidissement, il nous a semblé également pertinent de pouvoir, on va dire, améliorer la conduction de la température et donc l'évacuation de cette température, alors que ce soit grâce à un gaz donc en partie supérieure, mais également en partie inférieure, à travers le substrat, grâce à une platine refroidie. Et donc je vous la présente ici, elle a été réalisée, elle est en cours de réalisation, elle a été designée par le CRIT TJFU également, et donc c'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui nous permettra plutôt, je devrais dire, dans le futur, d'optimiser encore justement le temps de fabrication en minimisant donc les temps d'arrêt pour laisser naturellement la pièce se refroidir.
J'en arrive enfin maintenant enfin pas enfin, mais à l'avant-dernière brique que je voulais vous présenter aujourd'hui, avec la partie programmation. Programmation, alors qui est de la plus haute importance, car comme vous le savez, puisque la plupart d'entre vous travaillent ou ont travaillé, ou en tout cas maîtrisent un procédé de fabrication additive, la partie trajectoire que je n'aborde pas aujourd'hui, à part au travers bien sûr de ce que je vais vous présenter sur la programmation, est de la plus haute importance, puisque en plus de son influence sur la partie thermique, eh bien, la maîtrise technique, bien sûr, de la robotique va vous permettre de mener à bien vos essais. C'est ce que je dis est d'évidence, mais c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à maîtriser, puisque le procédé laser, à la différence du procédé arc, si je compare uniquement ces deux-là, bien évidemment, a une zone de robustesse qui est plus faible, hein, de par le volume de matière qui est beaucoup plus faible, hein, puisqu'on parle de quelques millimètres cubes, hein, de volume fondu dans l'interaction laser-matière. Donc ici, un schéma qui présente les travaux de l'Université de Luxembourg en collaboration avec l'Institut de soudure, qui reprend donc justement l'ensemble de la chaîne numérique, hein, puisqu'on part donc bien de la CAO jusqu'au procédé laser. Donc deux images pour vous présenter très très brièvement les travaux donc du doctorant sur la partie Université du Luxembourg, hein, donc qui ont consisté en la modélisation, hein, de notre cellule virtuellement sur le logiciel RoboStudio, et en parallèle donc le développement sur différents logiciels libres d'un code et notamment donc d'un convertisseur qui nous a permis d'aboutir à la génération des trajectoires de notre démonstrateur en langage ABB, donc puisque c'est le robot que nous utilisions. Donc un travail assez important qui a été réalisé. Et donc j'en arrive enfin à la dernière partie technique que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, donc qui consiste en la calibration du modèle numérique de dépôt fil. En tout cas, c'est les travaux. Alors, voilà, il n'y a pas l'image du milieu. C'est les travaux que je vous présente aujourd'hui. La finalité, bien sûr, de cette partie simulation est d'optimiser la partie expérimentale, comme vous le savez tous, au travers d'une maîtrise de la thermique et donc d'un guide finalement sur les séquences et les trajectoires de fabrication de notre démonstrateur. Donc, les images que je vous présente ici illustrent les travaux qui ont été réalisés, comme je le disais, à partir donc des essais expérimentaux en caméra thermique sur votre gauche. La partie centrale, c'est la reproduction de ces essais, puisque je vous parlais de calibration, donc la reproduction de l'essai qui a été réalisé sur la plateforme expérimentale avec le modèle de simulation donc développé par Senaero. Et donc à droite, on a notre indicateur qui est bien sûr l'évolution de la température, et on compare donc le modèle avec l'expérimental. Mais donc, comme vous le voyez bien sûr, on a donc une qualité qui est plutôt bonne entre le modèle et l'expérimental. Deuxième point important de mentionner dans le travail de simulation numérique, c'est que nous nous sommes attachés à réaliser cette calibration sur différentes géométries, puisque bien sûr nous avons des lignes droites des murs, mais nous avons un démonstrateur qui est donc cylindrique, comme vous allez le voir juste après. Donc il a été nécessaire bien sûr de poursuivre cette calibration sur différentes géométries de fabrication. Donc, pour terminer ce voyage au travers donc des éléments techniques du projet, encore une fois, une liste non exhaustive, j'ai essayé de bien les résumer. Voilà, je termine en vous disant que l'ensemble de ces développements qui ont été présentés très succinctement ont conduit, et c'était leur objectif bien sûr, à la réalisation donc d'une première version de démonstrateur, hein, puisque notre projet, comme je vous le disais, se terminant au mois de mai 2022, le deuxième démonstrateur est en cours de fabrication. Ce fameux démonstrateur, il est illustré avec donc sa vue CAO en haut à gauche donc de la slide, hein, donc c'est la partie externe d'un turboréacteur, donc qui a été fourni par notre partenaire, notre opérateur donc méthodologique qui est Safran Aircraft Engine. Les enjeux de l'ensemble de ces développements et de la synergie entre les partenaires ont permis justement donc de contribuer à la réalisation de cette pièce
qui fait, comme vous le voyez ici, donc on a 600 mm de diamètre et présente donc une géométrie assez particulière. Donc elle est réalisée sur un positionneur de 2 axes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc nous mettrons en œuvre un support refroidi sur ce positionneur qui nous permettra également d'optimiser donc le temps de production de cette pièce. Enfin, je termine donc par les différentes perspectives. Alors, j'ai choisi non pas de vous mettre les perspectives de notre projet. Là, je vous inviterai bien évidemment à nous contacter et à prendre, on va dire, l'initiative pour de futures collaborations. Ce que j'ai souhaité faire ici, c'est bien sûr rappeler différents éléments sur la technologie laser fill, puisque c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui et sur laquelle nous travaillons, pour en arriver justement à détailler quelques intérêts industriels et notamment les différents challenges technologiques qui nous attendent encore. Donc, les avantages, si je les reprends, eh bien, ils sont principalement sur la qualité des dépôts, puisque donc on a une densification. On parle souvent de compacité, moi je préfère le mot densification, qui va consister donc à avoir une présence de porosité très limitée, puisque nous travaillons avec un matériau fil donc qui est plein. La présence de fissures, donc, en tout cas, n'a pas été détectée. Bien sûr, elle est souvent liée aux matériaux, mais en tout cas, les 2 matériaux que nous avons procédés ne présentent pas ce type de défaut. Les pièces pouvant être fabriquées, bien sûr, comme vous l'avez constaté, nous sommes sur une installation robotique, donc nous ne sommes pas dans une machine étanche qui limite notre volume de travail. Donc, les pièces pouvant être fabriquées sont de dimensions assez importantes. Et ensuite, donc, bien sûr, vous avez la possibilité, lorsque vous injectez du fil, d'adapter votre installation pour avoir des fils de plus gros diamètre et donc aller chercher des taux de dépôt plus importants. L'intérêt industriel qui en ressort, puisque l'objectif de ce projet, on pourrait dire que c'est finalement d'avoir un transfert de technologie avec la mise à disposition de notre plateforme pour les industriels et les PME. Eh bien, l'intérêt il réside dans la fabrication de pièces aéronautiques, puisqu'on l'a vu, donc les matériaux à forte valeur ajoutée intéressent principalement donc la fabrication additive métallique avec les inconels et les alliages de titane. Des propriétés mécaniques, donc vous l'avez vu, qui sont en cours, des éprouvettes en tout cas qui sont en cours de réalisation, donc je n'ai pas de valeur forcément à vous communiquer, en tout cas particulièrement sur le laser fill, mais la littérature nous montre que les valeurs donc obtenues sont tout à fait honorables vis-à-vis donc des brutes forgées qui sont les principaux concurrents, on va dire. Et ensuite donc effectivement la minimisation des défauts métallurgiques vis-à-vis donc des autres procédés, donc notamment poudre. Et finalement, je terminerai par les challenges technologiques donc, qu'il nous reste à accomplir pour que cette technologie soit mature et montée dans l'échelle des TRL afin de proposer une solution tout à fait compétitive. Eh bien, donc, ces challenges résident encore dans l'échauffement des pièces, bien sûr, lors de la fabrication. Alors, challenge, bien sûr, qui est partagé entre les différentes technologies de fabrication additive, comme vous le savez tous. Des protections gazeuses, bien sûr, qui vont être nécessaires, et notamment pour les alliages de titane, j'oserais dire. Et ensuite, donc, des robustesses de paramètres à aller chercher en fonction des différentes configurations et des différentes géométries de pièces qui vont être fabriquées. Et finalement, donc, pour en arriver à une caractérisation mécanique et métallurgique qui va s'étayer au fur et à mesure des différentes études et des différents travaux pour conduire à une maturité du procédé. Donc j'en ai terminé, j'espère que j'ai été plutôt clair avec ma voix et donc j'ai pu susciter votre intérêt, voilà, malgré effectivement la présentation assez rapide de l'ensemble des travaux d'envergure, et c'est pour ça que je mentionnais à plusieurs reprises que je vous invite bien évidemment à garder contact par l'intermédiaire de Materalia ou en direct pour pouvoir aller creuser un peu plus sur les sujets qui vous intéressent, donc notamment les 2 travaux de thèse qui ont développé la paramétrie robot et la partie métallurgie, mais également, comme je vous le disais, donc notre projet se terminant en mai 2022, je vous invite à bien sûr prendre contact, notamment pour développer de nouvelles collaborations si vous le souhaitez. Voilà, j'en ai terminé, donc merci à tous et je vous en prie si vous avez des questions. Merci Maxime. Je vais donc laisser la main pour la présentation suivante
à Monsieur Hugues Demecht, qui est le Managing Director chez Laserco. Donc, je vous laisse partager votre écran. Bonjour tout le monde. Donc, Hugues Demecht. Je suis effectivement responsable de la société Laserco DT, située en Belgique, spécialisée en laser cladding. Donc, comme je le disais, on est né en 2007. On a bien sûr d'abord réalisé une recherche pour développer du dépôt de diamants et aujourd'hui avons toujours un monopole mondial à ce sujet-là. Nous avons été la première société également à être autorisée à faire de la réparation sur du matériel nucléaire classé, donc qui faisait partie de la partie chaude, également bien sûr dans le cadre de l'additive manufacturing. Et comme vous le voyez, en 2017, c'est là qu'on a commencé à toucher au laser fine. Donc, nous proposons, hormis de l'additive manufacturing, des coatings fonctionnels et également tout ce qui est coating anti-usure, par différentes techniques, mais notre technique majeure est le laser, ce qui me permettra de donner de temps en temps des comparatifs par rapport aux techniques d'arc ou même de projection thermique. Donc, clairement, peut-être rappeler les avantages du laser cladding, qui est une des techniques d'additive manufacturing, et entre autres, un des gros avantages, c'est bien sûr, comme on le signalait d'ailleurs dans la présentation précédente, le faible apport de chaleur. Un autre avantage, bien sûr, par rapport à d'autres techniques de dépôt, c'est qu'on a une véritable liaison métallurgique. Et peut-être par rapport à d'autres techniques de dépôt, on parlait de l'arc, clairement, on peut travailler sur beaucoup de matériaux différents, que ce soit des aciers, que ce soit des aciers au carbone, que ce soit des fonds, des aluminiums, des cuivres, des titanes, des alliages, bien sûr, aluminium, cuivre ou titane. Un autre très gros avantage comparativement à d'autres techniques et qui permettent d'ailleurs d'être une technique très en vue pour faire de l'additive manufacturing, c'est le fait d'avoir une dilution très faible. La dilution très faible permet d'atteindre, d'abord de ne pas altérer le matériau sur lequel on est en train de recharger, mais également, bien sûr, d'atteindre très rapidement les caractéristiques métallurgiques, chimiques, mécaniques du métal d'apport. Un autre aspect qui est lié finalement aussi au faible apport de chaleur, c'est que l'apport calorifique étant très faible, on peut obtenir et monter de manière importante en hauteur sans pour autant avoir de déformation. Alors, on est également donc robotisé. On mettait en évidence dans la présentation précédente que la robotique apportait un plus dans cet aspect d'additive manufacturing. Et effectivement, entre autres, un des aspects qu'elle apporte, c'est sa précision. Le fait d'avoir une automatisation de l'ensemble des procédés, que ce soit le déplacement des pièces, déplacement de la tête, mais également l'apport de matière d'apport et la source laser, fait qu'on peut atteindre des précisions de 0,2 mm à peu près sur la surface à recharger et sur l'épaisseur, la hauteur de rechargement. Un autre aspect très important, et ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir être la première société à proposer de la réparation, entre autres sur des moteurs dans les centrales nucléaires, c'est le fait de ne pas avoir de déformation. Donc,
on fait maintenant pas mal de dépôts, donc effectivement d'additive manufacturing sur des pièces de précision qui demandent effectivement, quand je dis des pièces de précision, c'est-à-dire à peu près du 2 centièmes sur 1 mètre ou 1 mètre 500 de long. Et malgré l'apport et malgré la fusion qui est nécessaire pour avoir la liaison métallurgique, on se tient dans la précision des 0,02 mm sur une longueur de 1 mètre, sur des axes qui peuvent avoir un diamètre allant de 70 à 100 mm. Et bien sûr, plus l'axe va être important, plus le problème de déformation va être moindre. Alors, quand nous, on parle d'additive manufacturing et ce que le laser cladding peut apporter dans l'additive manufacturing, c'est pas ça. Voilà, donc ce qu'apporte effectivement le laser cladding, ça n'est pas ce genre d'additive manufacturing qui est du 3D printing. Donc, comme on l'a vu dans la présentation précédente, il y a plusieurs techniques. Le laser d'additive manufacturing, le laser cladding ne permet pas d'obtenir ces volumes cachés que seul un 3D printing permet. Voilà, donc un exemple, voilà 4 vis, 4 brins qui ont été développés dans une surface intérieure, des brins qui font quand même une largeur de 1 cm plus ou moins, et qui sont de forme trapézoïdale, dans des matériaux dans un matériel qui est, dans ce cas-ci, très dur, qui est du carbure, et donc qui ne permet pas un réusinage par la suite. C'est dans le cadre ici d'un fourreau pour l'injection plastique. Voilà, mais on peut également, il y a un autre petit exemple ici dans le bas, où on peut voir qu'on peut faire un rechargement sur une grosse pièce en fonte. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités également de faire donc de l'additive manufacturing en intérieur. Ça n'est pas possible aujourd'hui, pour donner un des aspects limitatifs du fil. Ça aujourd'hui n'est pas possible au niveau fil, en tous les cas sur des petits diamètres. Il faut pouvoir rentrer une tête extérieure pour pouvoir amener du fil dans ce genre de pièces. Un autre aspect, effectivement, c'est de pouvoir donner une deuxième vie à certaines pièces. Finalement, c'est ça l'avantage, un des avantages économiques, pour en venir déjà aux 2 derniers sujets. C'est un des avantages économiques, bien sûr, de l'additive manufacturing, que ce soit par poudre ou par fil, dans le cas de laser cladding. Comme c'est également un des aspects, je vais dire, environnemental, que peut amener la réparation de pièces stratégiques et qui, je vais dire, est permis grâce à la technologie laser et ce faible apport de chaleur, par tous les avantages que j'ai donnés, à savoir la faible déformation, la faible perturbation au sein même du matériau de base, etc., etc. Donc, on peut voir ici en bas, ben voilà le résultat après usinage, après le rechargement. Alors, une machine robotisée, bien sûr, permet, et en tous les cas automatisée de la manière dont elle a été conçue chez nous, permet bien sûr de pouvoir synchroniser l'ensemble des fonctions de la machine et automatiquement par exemple ici, éviter la rainure de cale qu'il y avait dans l'arbre. Le faible apport de chaleur, que ce soit par fil ou par poudre, permet également de déposer sur un arbre où l'induit est dessus, avec tout ce qu'il y a de fragile au niveau température. Voilà donc un des exemples où l'on a ici un rechargement par fil. Contrairement à ce qui a été présenté précédemment, l'apport du fil se fait de manière latérale. Ça a l'avantage de pouvoir utiliser des fils plus conséquents au niveau des diamètres. Ici, on est avec un fil de 1,6
On peut voir peut-être un autre aspect. Voilà, on est avec un fil de 1.6 là. On le voit sous un autre angle, hein, où les cordons donc sont joints. C'est une pièce qui fait là 1,2 m, je crois, de diamètre, hein, sur lequel on va aller remettre effectivement un acier à 14% de chrome. Voilà, pour montrer donc l'aspect plus industriel de ce que peut apporter le fil. Alors, un des avantages quand on travaille avec le fil, très clairement par rapport à de la poudre, ben d'abord c'est son coût, hein. On parlait de l'aspect commercial, c'est effectivement le coût du fil aujourd'hui est nettement moindre que le coût des poudres, dû aux techniques, au process utilisé pour concevoir, bien sûr, poudre et fil. Pour donner un rapport, c'est plus ou moins un rapport entre 2 et 3 au niveau du coût au kilo. Un autre aspect est bien sûr la qualité métallographique que l'on atteint. Donc ici, vous avez le même métal d'apport fait par arc et fait par laser. Et clairement, on a, avec le même agrandissement, et donc la métallographie du métal par laser montre des grains nettement plus petits, plus fins que celui repris par arc. Ça a deux grands avantages. Le premier, c'est l'homogénéité du métal, donc du dépôt, et la deuxième, au niveau métallographique. Et le deuxième avantage est lorsque l'on met des métaux auxquels on aimerait atteindre certaines duretés, c'est qu'effectivement, on atteint des duretés qui sont de 2 à 3 points facilement, ça dépend des matériaux, supérieurs aux duretés que l'on atteint à l'arc. Va sans dire, bien sûr, à l'arc, lorsqu'on a supprimé toute la dilution, c'est-à-dire après les 2, 3, 4 couches qui sont nécessaires que pour avoir une couche de métal d'apport à 100%. Je rappelle donc au niveau du laser, à partir de 0,5 mm de hauteur de dépôt, on peut considérer que quel que soit le matériau, quels que soient les débits utilisés, on atteint le métal d'apport, toutes les caractéristiques du métal d'apport, qu'elles soient métallographiques, qu'elles soient chimiques ou qu'elles soient mécaniques. Donc je parlais de la dilution. C'est clair que c'est un des gros avantages du laser cladding, hein, c'est de diminuer fortement et à peu près par 10 comparativement à l'arc la dilution. Voilà, donc c'est un peu ce que je disais, on est à 0,5 mm d'épais, donc à moins d'une couche, hein, puisque pour notre technologie avec notre tête et notre équipement. Peut-être un petit mot sur l'équipement, effectivement, que j'ai omis au début de la présentation. Comparativement à la présentation précédente, où c'était un laser fibre, nous utilisons un laser à diode d'une puissance de 8,8 kW. Avec 4 longueurs d'onde qui varient entre 960 et 1046 nanomètres, donc dans les infrarouges. Donc, par rapport à cet équipement-là, effectivement, nous réalisons habituellement des couches qui peuvent aller de 0,5 à 2 mm, et donc à partir de 0,5, donc à un quart de couche pour les couches les plus épaisses, on a déjà les caractéristiques du métal d'apport. Peut-être un petit de ce point de vue, donc le point de vue économique, hein, très clairement, l'investissement pour un laser est nettement supérieur à l'investissement pour un arc.
On parle de 5 à 10 fois, ça dépend bien sûr de l'environnement qu'on met autour, et du laser et de l'arc. Donc c'est pour ça que les chiffres sont assez larges, mais n'empêche que ça donne quand même une bonne idée de l'amortissement nécessaire. Quand on voit au taux de dépôt, très clairement, on est entre 6 et 10 kilos aujourd'hui avec un outil industriel comme nous avons. Quand on parle du dépôt fil, aujourd'hui, nous n'avons pas atteint plus de 2,5 kg à 4 kg par heure. C'est clairement une des améliorations qui peut être apportée de manière industrielle. Hein. C'est aujourd'hui, voilà, depuis 2017, ça fait 4 années, clairement, c'est pas aujourd'hui, nous ne sommes pas à une maturité industrielle. Nous faisons des dépôts à base de fil, mais on peut dire qu'on n'est pas encore à une maturité industrielle dans le dépôt fil, raison pour laquelle des projets de développement sont toujours nécessaires. Quand on parle de l'arc, on se trouve entre 10 et 20 kilos pour une seule tête. Donc, clairement, on est à 2 fois moins, on va dire, à plus ou moins en laser qu'en arc. Donc, 5 fois plus au niveau de l'investissement, 2 fois moins au niveau du taux. On aurait tendance à dire, ouais, mais où est l'intérêt finalement? Très clairement, l'intérêt est dans le fait que l'arc ne peut pas réparer certaines pièces très sensibles à la chaleur. Donc là, on se trouve vis-à-vis de pièces, d'une concurrence à une pièce neuve. Et donc, dans ce cas-là, très clairement, on a un intérêt. Et quand bien même, par rapport au procédé classique, on peut avoir un intérêt lorsque on met un métal d'apport avec une composition totalement différente. Donc, lorsqu'on veut réellement changer les propriétés de surface d'un matériau, d'un outil, d'une pièce mécanique, là, on doit voir avec toute la dilution qu'impose la méthode par arc. Et très clairement, je vous montrerai un graphique par la suite, mais on estime qu'il faut entre 10 et 20 mm pour obtenir, ça dépend bien sûr quel est le métal support et le métal d'apport, mais pour être certain d'obtenir la bonne composition à la fin. Donc ça veut dire aussi beaucoup plus d'usinage avant, après, puisque clairement le laser a un dépôt beaucoup plus régulier que peut l'avoir de techniques telles que l'arc. Oh pardon, je vais trop vite. Alors, comme je le disais, effectivement, l'avantage du dépôt laser-fil, c'est le matériau d'apport, pour 2 raisons, parce qu'effectivement, les prix sont plus bas au niveau du fil qu'au niveau des poudres, mais aussi parce qu'elles permettent un accès à des poudres, à des compositions que ne permet pas les poudres. Et les poudres, vu leur coût, souvent sont des poudres base chrome. Les poudres base fer carbone sont assez rares sur le marché, hormis quelques inox. Mais la plupart des poudres sont plutôt des poudres base chrome, base cobalt, titane, mais cuivre, aluminium, mais c'est réellement faible au niveau des propositions que l'on a en fer carbone. Donc ça permet donc une beaucoup plus large palette en fil. Nous avons déjà eu l'occasion de tester des 14% de chrome, des 27% de chrome, des poudres à base de carbure de titane. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de possibilités lorsque l'on passe sur du fil que lorsque l'on passe sur des poudres. C'est là l'intérêt d'utiliser du fil au travers du laser. Voici un graphique qui, bien sûr, est basé sur un ensemble d'hypothèses. Donc, voilà, il vaut pour les hypothèses qui ont été prises et qui montrent un petit peu, finalement,
quel est l'intérêt économique d'utiliser le laser. L'intérêt économique, dans ce cas-ci, on met que voilà, à partir de 2,5 kg, ça devient intéressant d'utiliser le laser fil plutôt que l'arc fil. Mais pour autant, effectivement, comme vous avez vu sur le tableau de gauche, qu'on prenne comme position de prendre de 19 mm de dépôt en open arc et nous 4,5 au laser, et voilà, les autres étant constants, et bien sûr un taux, un débit qui va se trouver aux alentours de 2,5 kg, 4 kg pour le laser par rapport aux 12 kg que l'on peut avoir en open arc. Bon, c'est un choix, il fallait bien prendre des valeurs pour se fixer une idée, mais enfin on se rend compte 2,5 kg, ça peut être 4 ou 5, mais il y a là effectivement une possibilité grâce aux avantages que amène le laser, et pour autant que les applications que l'on a mettent en évidence et besoin des avantages dits plus haut au niveau du laser, donc il y a besoin de ces avantages que peut apporter le laser pour que économiquement il y ait un intérêt de l'additive manufacturing par fil laser. Dernier petit slide, la partie environnementale. Je crois que c'est aujourd'hui très important par rapport aux défis qui sont les nôtres de manière globale. Mais je pense qu'aujourd'hui, faire de l'additive manufacturing et entre autres le laser cladding et le fil pour les quelques exemples que je donnais précédemment est hyper important, ne fût-ce que pour éviter de refaire complètement une pièce et de pouvoir continuer la durée de vie d'une pièce importante, que ce soit un arbre moteur, que ce soit une vis d'un compresseur, que ce soit un ensemble de pièces stratégiques. Il y a aujourd'hui ces techniques par laser permettent de pouvoir prolonger la durée de vie, et par le dépôt qu'on y met, de pouvoir même, lors de cette deuxième vie, permettre une vie plus longue que la première, parce qu'on peut apporter des matériaux qui ont des propriétés mécaniques plus importantes, et avec une certitude qu'ils vont correctement rester en place sur l'arbre grâce à la liaison métallurgique. Une autre chose fort importante, c'est que on apporte juste la matière qui est nécessaire. On a vu précédemment dans la présentation que sur un bout d'arbre, on n'est pas obligé de recharger la totalité du bout d'arbre, puisque on a très peu de déformation, et donc il suffit juste de recharger la portée qui est incriminée. Et la deuxième chose, c'est que vu la faible dilution, il faut très peu usiner avant, et vu la régularité du dépôt par laser, il faut très peu usiner après. Donc voilà, c'est je pense une des techniques que l'on peut estimer near to shape technology, donc c'est réellement proche de la dimension finale. C'est réellement ce que peut amener également l'additive manufacturing par laser cladding. Alors, il faut savoir qu'un laser, ça consomme très peu d'énergie. C'est une lampe qu'on émet par un laser, donc c'est quand même une fusion par une lampe. C'est ça d'ailleurs qui donne tous ces avantages. C'est ce contraste finalement de fusionner à l'aide d'une lampe qui fait tous les avantages du laser cladding. Merci pour votre intérêt, pour votre écoute, et voilà, s'il y a des questions, pas de souci, je suis à votre disposition. Oui, bonjour Cédric, Georges du CRM Group. Hugues, une question. Au niveau des matériaux disponibles, est-ce que tu penses qu'il y a encore des besoins de développement de nouveaux matériaux justement pour le laser cladding,
que ce soit au niveau poudre ou, on l'a vu au niveau fil, c'est vrai que là, il y a peut-être moins d'offres en fonction de ce qu'on recherche comme matériau. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Ou Maxime, si tu veux aussi réagir. Alors, je pense que donc au niveau matériaux, c'est clair que c'était plutôt les poudres qui, pour les matériaux de faible valeur ajoutée, a un gap, très clairement, a un manque. Le fil, lui, a bien sûr, est d'abord, je vais dire, plus mature. Il y a eu, grâce à toutes les autres techniques de dépôt, par arc, par semis, a permis en tous les cas de gros développements. Donc je pense que là, il y a effectivement beaucoup plus de propositions au niveau des matières moins nobles. Et c'est ça aussi l'intérêt peut-être aujourd'hui. Là, voilà, au niveau des matériaux, c'est là. Là où je pense qu'il y a un gros développement à faire, c'est plus sur le pré-traitement. D'ailleurs, puisque je vois mon collègue qui a fait la présentation juste avant moi, je me posais une question, c'est est-ce que on a envisagé tout ce qui était pré-traitement sur le fil. Je parle par exemple de préchauffage du fil avant de le déposer. Alors, déjà, j'en profite pour vous remercier, Monsieur De Smeck, pour votre présence et la présentation très intéressante qui a mis dans un contexte industriel le procédé. Donc, pour répondre à votre question, oui, on l'a envisagé. Alors, par contre, on ne l'a pas testé. Première chose, le fil chaud, par exemple, qui nécessite un équipement. Pour pouvoir donc effectivement préchauffer le fil et donc en finalité améliorer le taux de dépôt en plus des bénéfices sur la métallurgie pour certains alliages. C'est une chose qui a été évaluée, mais on a décidé effectivement de ne pas faire l'acquisition d'un matériel qui allait dans ce sens et de se consacrer plutôt justement au refroidissement qui nous permet eh bien de maîtriser la métallurgie. Un autre aspect pour le fil, c'est quelque chose qui paraît évident, mais c'est le redressage. Donc ça concerne aussi la préparation, on va dire, du matériau d'apport. Son redressage a été un sujet d'intérêt et on a adapté justement un système de redresseur de fil qui nous permet d'avoir une robustesse, d'améliorer la robustesse en tout cas du fil qui va tremper dans le bain de fusion. Voilà, c'est deux éléments. Oui. Quel est le diamètre des fils qui peuvent passer dans la tête, utilisés? Alors, le diamètre de fil, c'est jusqu'à du 1,6 mm actuellement. Donc ça, si vous voulez, c'est on va dire, le critère de la tête Coax Printer. Après, il se trouve que le fabricant, donc Precitech, nous a dit qu'il y a déjà eu des essais avec du fil de 3,2 mm. Donc ça veut dire que voilà, du fil de 3,2 peut être admis dans la tête, nécessitant une petite adaptation au niveau de la buse en cuivre de sortie. Oui, une question dans le chat par Monsieur Bonnefoy qui posait la question. Alors, pour le rechargement de la fonte, faut-il un préchauffage et un refroidissement contrôlé? Il ne faut pas de préchauffage, surtout pas. Il n'y a pas. Ça dépend bien sûr le type de pièce, mais dans des pièces massives, industrielles massives, il n'y a pas de précaution particulière à prendre dans le refroidissement. En fait, tout réside dans le paramétrage qui effectivement est très différent par rapport à un dépôt sur acier. Et on va passer donc à la partie atelier. Est-ce que tout le monde le voit bien? Ce que je vous propose, oui, c'est de. Alors ça, on va être sur un questionnaire interactif. Ce que je vous propose de faire, c'est de le rejoindre. Alors, soit en utilisant votre téléphone portable avec le QR code qui est ici affiché, il y a juste à scanner. Vous devriez arriver sur la page en question. Je vois qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par la première question, si elle veut bien, qui est donc à propos de la structure dans laquelle vous évoluez.
Est-ce que vous êtes une entreprise, une unité de recherche, un centre de transfert technologique ou autre? Voilà, j'ai laissé quelques petits instants pour répondre. 16 réponses. Est-ce que vous avez tous réussi à vous connecter sur le Mentimeter? Ceux qui ont des difficultés, vous pouvez le mettre dans le chat si vous n'arrivez pas. Okay. Apparemment, la majorité est connectée. J'ai 22 réponses pour l'instant, donc je vous propose de passer à la suite. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même on va dire une majorité de centres de recherche, et ensuite séparer équitablement un petit peu plus d'entreprises et également de centres de transfert technologique. Et question suivante, là c'est plutôt sur où vous êtes localisé. Donc, est-ce que votre entreprise est allemande, française, belge, luxembourgeoise ou autre? Ok. Donc, principalement français et belge, avec une entreprise donc luxembourgeoise. On a 21 réponses. Je laisse encore quelques secondes et on va passer donc à la suite. Et pour les participants, donc, quel est votre niveau de connaissance de la fabrication additive? Est-ce que c'est plutôt expert, intermédiaire ou débutant? Donc, pour l'instant, au vu, à mon avis, des profils, on est plutôt dans les catégories experts. Un débutant, 2 intermédiaires, 14 réponses. Ok. Donc, une majorité quand même de profils plutôt experts sur les questions de la fabrication additive, avec pas mal de personnes qui se situent sur le niveau intermédiaire et donc quelques débutants. Alors, merci pour vos réponses. Je vous propose de passer donc à une partie un peu plus centrée du coup sur la fabrication additive. Donc la première était plutôt pour avoir une idée du panel de personnes. Là, on va parler plutôt de vos usages. Alors là, je vais vous laisser un petit peu plus de temps pour répondre à cette question qui est pourquoi vous êtes-vous intéressé à la fabrication additive? Donc, c'est des réponses ouvertes. Je vais laisser un petit peu plus de temps pour que chacun puisse s'exprimer. N'hésitez pas, ça peut être pour des questions de coût, de technologie, d'approvisionnement. Je vous laisse répondre. Technologie disruptive qui permet d'évoluer, d'accord. Conception, ajout de fonction. Le côté design et ajout de fonction qui revient. Ok, on voit qu'il y a pas mal de choses qui reviennent donc sur l'intérêt pour développer de nouveaux designs, des structures plus légères, plus performantes. Donc on est principalement au niveau du coup technologique pour rajouter des fonctions, designer les pièces autrement, plus légères, plus performantes et avec des fonctions qui n'étaient peut-être pas possibles avec les procédés conventionnels, entre guillemets. D'accord, merci. Du coup, je vous propose de passer à la slide suivante, qui est là une question. Est-ce que vous, dans vos entités respectives, vous avez déjà intégré des procédés de fabrication additive? Donc, vous pouvez répondre soit oui, soit non, soit que vous êtes en réflexion. Majoritairement, quand même, les personnes qui sont présentes ont déjà intégré le procédé. 3 en réflexion et 1 qui ne l'a pas encore fait pour l'instant. Alors, cette question qui porte plutôt aujourd'hui sur votre usage de la fabrication additive. Vous allez pouvoir classer suivant... vous allez pouvoir choisir entre différentes réponses. Donc, prototype pour faire du prototypage, pour faire de la production, pour mener à bien des opérations de maintenance
Bon, pour les personnes qui n'ont pas encore de fabrication additive, donc la 4e, vous ne l'utilisez pas encore, ou sinon, éventuellement, d'autres usages. Donc on voit que pour l'instant, beaucoup de personnes l'utilisent pour le prototypage et ensuite très serré pour la production et pour autres. Ceux qui ont répondu autres, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à préciser dans le chat les usages que vous pouvez avoir de la fabrication additive. Je n'ai pas rajouté de slide ouverte sur cette question. Ça peut être très intéressant pour la suite. Donc on a 22 réponses. Je vous propose de passer à la prochaine question qui est: donc, si vous êtes un utilisateur de fabrication additive, quel processus, quel procédé vous utilisez actuellement et pourquoi avez-vous choisi ce procédé? Donc, pas mal de personnes pour l'instant qui sont quand même sur des procédés métalliques. Ok, donc on voit que quand même, c'est intéressant, pas mal de personnes présentes aujourd'hui utilisent la fabrication additive métallique, après ensuite plastique, poudre pour la réalisation de prototypes. Donc, ok, aussi donc quelques-uns qui utilisent des pots de fil, notamment pour les prototypes et pour au niveau du prix des matériaux. Ok, merci. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante, qui est pour vous, quels sont les prérequis les plus importants qui vont permettre de développer la fabrication additive. Est-ce que c'est alors vous allez pouvoir noter de pas du tout important à très important les différents items. Donc le développement de normes, le développement de plus de matériaux compatibles, la formation initiale des différents des employés. En second, la formation, la mise à niveau des employés, le développement de meilleures technologies de post-traitement, et enfin la technologie de réduction des coûts. Pour l'instant, ce qui ressort, donc la réduction des coûts d'impression en premier, et ensuite c'est assez serré entre le développement de standards, la formation des futurs employés, le développement de technologies de meilleures technologies de post-traitement, et également la formation des ouvriers et le développement de plus de matériaux. Question suivante. Donc, pour vous, quels vont être plutôt les plus grands bénéfices de la fabrication additive pour votre usage au sein de votre structure, au sein de votre entreprise? Pourquoi donc vous avez choisi de vous tourner vers cette technologie plutôt que de technologie standard? Donc, liberté de design, donc, microstructure. Donc, on revient sur le design principalement. Donc, on est beaucoup quand même sur les plus gros bénéfices qui sont par rapport aux nouveaux designs qui sont possibles et aux ajouts de fonctions. Prototypage de petites séries, donc plus de flexibilité dans les chaînes de production. Bon, je vous propose de passer donc à la réciproque de cette question qui est pour vous, encore une fois, c'est vraiment très personnel ou par rapport à vos structures, quels vont être les plus gros obstacles à l'utilisation de la fabrication additive? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous paraît les plus gros défis à relever de cette technologie pour une intégration en milieu industriel? Le coût, les certifications, donc encore le contrôle des propriétés, les états de surface, pas assez de matières qui sont encore disponibles et encore le coût. Certification, quand on parle de certification, j'imagine qu'on parle de différentes normes, la complexité donc des paramètres qui vont rentrer dans le processus de production, reproduction, fiabilité, normalisation, acceptation par les clients. Effectivement, j'imagine que ça revient aussi à parler un peu de tout ce qui est norme. Tant qu'il n'y a pas des choses qui sont encore très précises, c'est compliqué de certifier ces pièces et de les faire accepter, notamment dans certains domaines comme l'aéronautique. Bon, je vous propose de passer à la dernière question. Quelles actions pourraient être mises en place pour répondre à ces problèmes et faciliter donc
l'intégration de ces technologies dans votre organisation, dans votre structure. Plus de standardisation, plus de contrôle de certification, d'accord, accélération, dénormalisation. Donc ouvrir plus, si je comprends bien la question, enfin la réponse en vert, donc c'est donc d'avoir plus de plateformes ouvertes pour que les entreprises puissent tester les technologies dans des centres de transfert technologique ou dans des universités. Indépendance des imprimantes, donc j'imagine que ça concerne peut-être les matériaux qui peuvent être propriétaires sur certaines d'entre elles. Donc former plus les enseignants et acheter des machines donc pour former les étudiants qui intégreront les entreprises plus tard, j'imagine. C'était donc la dernière question avant de passer donc cette fois-ci au workshop sur lesquels vous vous étiez inscrits. Je vous remercie à tous pour votre participation et pour vos différentes réponses qui seront utilisées pour le projet FAFIL. Pour la conclusion, moi je voulais remercier tous les participants. C'était je pense qu'il y a eu des échanges qui étaient très intéressants, en tout cas dans l'atelier auquel j'ai participé. Les échanges étaient très intéressants et très riches. Merci également d'avoir participé dans le petit questionnaire aussi au début où on vous a demandé vos usages de la fabrication additive. En tout cas, toutes ces réponses vont être utiles pour le projet FAFIL. On vous fera également un retour par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui. De mon côté, je remercie également tous les intervenants d'aujourd'hui pour leur implication, pour le temps qu'ils ont passé aussi à préparer donc l'atelier d'aujourd'hui. Et je vais leur laisser le mot de la fin si jamais ils ont encore des choses à dire ou si vous avez des questions. Voilà, je vais peut-être laisser Maxime qui est commencer. Ouais, merci Jérémy. Je vous retourne les remerciements bien évidemment pour l'organisation à toi et Caroline et à Materalia. Juste mentionner effectivement, et tu allais sûrement le faire, que donc c'est le premier atelier qu'on organise dans le cadre du projet FAFIL pour promouvoir, vous l'avez compris bien sûr, la fabrication additive laser fil. Alors dans la région, le périmètre Interreg, mais également pour toutes les personnes intéressées qui solliciteront notre centre technique et les autres centres techniques partenaires et les partenaires même dans leur ensemble, bien sûr acteurs de la fabrication additive. Donc pour dire que voilà, c'est le premier atelier mais pas le dernier, puisque nous aurons une deuxième édition sur le même format, peut-être même un peu plus long et peut-être même associé à un salon. Donc le rendez-vous à prendre est en mai 2022, donc ce sera dans le courant du mois de mai ou sur le mois de juin même, début juin. Nous aurons donc un deuxième événement de ce type pour encore une fois promouvoir le laser fil dans la grande région et également ce sera l'occasion bien sûr de vous partager les dernières avancées du projet. Donc voilà tout ce que j'avais à dire et merci à tous les participants. Donc je laisse la parole à Monsieur De Smeck peut-être. Un grand merci. Grand merci d'avoir pu passer un message sur quelque chose que finalement, effectivement, il y a toute une partie de recherche qui est nécessaire, mais qu'il peut déjà y avoir quelques applications au niveau industriel. Merci pour votre accueil. Merci d'avoir permis de donner mon témoignage. Merci à vous. Cédric? Non, je voulais dire merci aussi. Merci pour les contributions et les échanges lors de l'atelier. C'était très intéressant. Ok, Ivan, un petit mot? Merci à toutes et à tous pour avoir été là et puis bonne soirée. Ok, et bon, on va laisser le mot de la fin quand même à Jérémy, l'organisateur. Voilà, merci à tout le monde. On va solliciter les intervenants, je pense qu'ils seront d'accord pour qu'on partage les présentations. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact soit directement avec eux, soit à m'adresser un message pour que je puisse vous mettre en relation. Et on espère du coup vous voir au prochain atelier. Passez une bonne fin d'après-midi.
Bonne fin d'après-midi, merci à tous. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.